Parler de la priorité de retrouver Santiago, le bébé de 17 jours. On va mettre la vidéo de 21 minutes. Hop, c'était aujourd'hui. Petit Santiago qui est aujourd'hui âgé de 10. Attendez. Voilà. Procureur de Bobigny, c'était cet après-midi en direct sur BFM TV. Toujours donc aucune trace du petit Santiago qui est aujourd'hui âgé de 19 jours. Il a été enlevé par ses parents il y a 3 jours en région parisienne à la maternité de Nez-sous-Bois. Écoutez l'appel lancé par le procureur de Bobigny, c'était cet après-midi en direct sur BFM TV. Tout est et sera mis en œuvre pour prioritairement retrouver Santiago et garantir sa prise en charge médicale. Ses parents doivent le protéger et lui permettre de bénéficier des soins vitaux dont il a besoin. S'ils m'entendent, ils doivent, pour le bien de leur bébé, le conduire immédiatement à l'hôpital le plus proche. Et j'invite toutes les personnes en contact avec les parents à les convaincre de conduire Santiago dans une structure médicale adaptée. Dominique Rizet, bonsoir. On a bien compris Bonsoir, que Olivier. la priorité, c'est de sauver cet enfant, puisque, rappelons-le, il est né plus tôt que prévu, hein, je crois 3 mois avant... Deux mois avant la date prévue. Donc il a besoin de soins. Oui. Donc le procureur dit aux parents, Bien sûr. il faut ramener cet enfant dans un hôpital. C'est d'abord et avant tout une conférence de presse à l'attention des parents. Si les parents écoutaient aujourd'hui leur télévision, leur radio, regardaient BFM TV, parce que l'urgence, oui, c'est de s'adresser à eux pour qu'ils reprennent raison, qu'ils retrouvent raison et qu'ils déposent leur enfant dans un hôpital. Bien sûr, c'était l'objectif de cette conférence de presse, puisqu'on déroule cette affaire sur BFM TV. Pauline, qui est ici, le fait depuis 3 jours, et qu'on a tous les éléments, et que tout ce que le procureur de la République nous a annoncé tout à l'heure, on l'avait déjà dit sur BFM TV, oui, depuis bientôt 72 heures. Donc c'était clairement un message aux parents. Et il y a plus qu'une urgence pénale à retrouver ces jeunes parents et à peut-être les condamner. Il y a une urgence médicale à sauver leur enfant. Pauline Revenat, le procureur a également rappelé le pédigré des parents, qui sont jeunes, hein, 23 et 25 ans, mais qui sont déjà bien connus des services de police et de justice. Oui, 2 parents, 23 et 25 ans, connus des services de police et de justice. Le père, son casier porte 4 condamnations, la mère 3 condamnations, et vous remarquerez que les condamnations sont à différents points du territoire français. Ça veut dire que ces gens, eh bien, ils sont nés de nationalité française, ils circulent sur le territoire et ils commettent différentes infractions, vol, par exemple, conduite sous état de stupéfiant, vol avec violence, par exemple. Donc, ce sont des personnes qui sont fléchées par la justice et par la police. Il a donné aussi d'autres informations, puisqu'il y avait 5 gardes à vue qui étaient en cours et qui sont en cours de déferment. Il y a 3 personnes qui vont être présentées devant des juges de liberté et de la détention. Il y a des réquisitions pour l'une, pour la laisser libre sous contrôle judiciaire, 2 réquisitions de détention provisoire et 2 autres gardes à vue qui sont levées. Et dans ces 5, il y en a 2 qui ont quand même reconnu qu'ils ont convoyé avec les parents du petit Santiago dans un autre véhicule jusqu'à la Belgique, qui les ont déposés en Belgique et qui sont ensuite rentrés en France. Donc il y a des complicités qui se dessinent, qui s'organisent. Mais là où je rejoins encore Dominique, c'est que l'urgence, elle est plus d'abord médicale et vitale que judiciaire. La réponse judiciaire, elle viendra dans un deuxième temps. Il y a des mandats d'arrêt européens qui ont été requis. Il y a Interpol qui est sur le pont. Tous les services d'enquête travaillent pour géolocaliser ses parents et cet enfant. Malheureusement, on ne sait pas où il se trouve. Alors, on en sait plus aussi sur le profil de ses parents. Ce sont des gens du voyage. Louis de Gouillon-Matignon, vous êtes docteur en droit et spécialiste justement des gens du voyage. Vous avez écrit sur ces populations. On dit qu'ils ont commis des méfaits un peu partout en France, sans doute au gré de leur déplacement. On voit aussi qu'il y a une organisation derrière. Il y a des personnes complices dans cet enlèvement.
Ce qui se passe, c'est que donc, les gens du voyage qui sont des citoyens français ont en général un mode de vie semi-nomade, c'est-à-dire que pendant les périodes estivales, ils vont partir d'un point de vue régional ou d'un point de vue départemental. Là, sur cette affaire en l'espèce, je crois qu'on est vraiment sur un fait divers. En revanche, ce qu'il faut dire et ce qui est assez important, c'est que chez les gens du voyage, peut-être plus que chez les populations sédentaires en France, il y a un rapport avec l'État qui est complexe. Il n'y a pas de peur de l'hôpital. J'ai connu beaucoup de gens du voyage lorsqu'ils étaient malades, lorsqu'ils avaient des accidents, ils allaient à l'hôpital et ils avaient confiance en leur médecin, ils avaient confiance en leur personnel médical. Cependant, je pense qu'il y a peut-être une défiance vis-à-vis de l'État. Alors le procureur ne l'a pas dit, mais peut-être d'autres enfants ont-ils été placés. Donc je pense que la raison qui a motivé leur mouvement et leur départ, c'est justement peut-être cette peur d'avoir leur enfant placé. La peur de perdre l'autorité parentale. On va y revenir dans un instant parce qu'on ne sait pas précisément pourquoi ils ont enlevé cet enfant, mais la piste, c'était peut-être celle-là, effectivement. C'est ce qu'a dit le procureur, puisque les parents étaient encore titulaires de l'autorité parentale, mais ils avaient eu un entretien avec du personnel et peut-être qu'au cours de cet entretien, on leur avait fait comprendre qu'ils allaient perdre cette autorité parentale. Mais avant, on va quand même surtout se concentrer sur l'urgence sanitaire de sauver cet enfant. Et c'est pour ça que nous sommes avec un médecin pédiatre au service néonatalité de l'hôpital Armand-Trousseau à Paris. C'est le docteur Pony Gobalak-Kishnan. J'espère que je prononce bien votre nom. Pardon si ce n'est pas le cas, docteur. Alors, on l'a dit depuis le début, cet enfant est né environ 8 semaines en avance. Il a donc besoin d'être couvé, comme on dit, d'avoir une alimentation spécifique également. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Cet enfant qui est né a priori 8 semaines en avance a besoin de soins spécifiques dans l'ensemble, notamment au niveau de l'alimentation. Il faut déjà voir s'il est en capacité de prendre ses biberons actuellement et si ce n'est pas le cas, de pouvoir lui apporter des apports en lait, en quantité et en qualité suffisante pour qu'il puisse grandir de façon correcte. Mais est-ce qu'un bébé, je vous pose la question assez directement, est-ce qu'un bébé peut survivre en étant prématuré 3 jours sans soins? Alors, sans soins, tout dépend du niveau de soins dont il a besoin, et tout dépend de son degré de prématurité et de son poids de naissance. Effectivement, plus le bébé naît petit en termes et en poids, plus il a besoin de support. On a parlé de l'alimentation, mais il a besoin de support sur à peu près tous ces organes qui sont là, mais qui sont immatures. Donc, au niveau de la respiration, à mon avis, il devait respirer correctement, mais il peut toujours faire des malaises au niveau du ralentissement cardiaque ou du taux d'oxygène. Il a besoin aussi d'un support peut-être pour se réchauffer, pour avoir une température stable et correcte. C'était le cas, c'était le cas à l'hôpital, c'est ce qu'a précisé le procureur. Effectivement, il était, comme on dit, réchauffé, comme on le fait pour les enfants nés trop tôt. D'accord, oui. Donc, votre question, est-ce qu'il peut survivre 3 jours? Oui, il peut survivre. Après, dans quelles conditions? C'est ça qui pose question. Et puis surtout, après, ça a des répercussions. Ça peut avoir des répercussions sur le plus long terme, sur son développement et notamment sur le développement du cerveau, qui n'est peut-être pas aussi optimal que ça, du fait des conditions dégradées hors soins. Alors, question de Demi Criset. Oui. Bonsoir docteur. Le procureur de la République nous apprenait donc qu'effectivement ce bébé nécessitait des soins particuliers, qu'il était dans une couveuse, qu'il avait un lait spécialisé et qu'il avait une sonde gastrique. Ce qui veut dire, on imagine un tuyau qui va dans l'estomac, mais est-ce que les parents, quand ils ont pris l'enfant, peuvent retirer, est-ce qu'un particulier peut retirer comme ça, pardon pour la question, mais facilement une sonde gastrique? Et sans séquelles. Et sans séquelles. Oui, en soi, la retirer, c'est pas quelque chose de très difficile. Ça s'enlève et ça fait pas mal au bébé. Mais c'est surtout, s'il la retire, est-ce que ce bébé a les capacités de téter et de déglutir de façon correcte pour pouvoir s'alimenter correctement? Donc, s'il avait une sonde, c'est probablement pas. Et que, du coup, là, se pose la question de est-ce qu'il va avoir un apport en lait, un apport d'énergie et de calories adéquat. Est-ce que ça peut être un apport par lait maternel? Oui, ça peut être tout à fait un apport par lait maternel. Après, comme je vous dis, tout dépend du poids de l'enfant. Des fois, on peut être amené à enrichir ce lait, ou s'il n'y a pas de lait maternel, à mettre des formules un peu spécialisées et plus adaptées pour pouvoir optimiser la prise de poids des prématurés qui ont besoin de plus de protéines souvent. Une question.
Oui, Pauline Rovenat, question de Pauline Rovenat. Visiblement, au cœur des interrogations, et c'est une clé d'enquête que nous livre le procureur, il y a eu un entretien avec une équipe pluridisciplinaire quelques heures avant la décision de ses parents de partir avec leur enfant. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs en quoi consiste ce genre de réunion au sein d'un hôpital et au sein d'un service de néonatologie? Lorsque cette équipe pluridisciplinaire rencontre les parents, qu'est-ce qui se dit dans ces réunions en général? Ah, bon alors ça, je ne pourrais pas me mettre dans une réunion où je n'étais pas. Je ne sais pas quel était l'objectif de cette réunion pluridisciplinaire, qui peut être de plusieurs ordres. Mais souvent, en tout cas, quand on voit les parents dans le service, on leur apporte les informations sur les besoins médicaux de l'enfant, les soins qu'il nécessite, et pour pouvoir établir avec eux le projet de soins de l'enfant. Mais donc, si je vous comprends bien, il y a de l'espoir. On a encore l'espoir de retrouver ce bébé vivant. Il y a de l'espoir. Dans quelles conditions, je ne sais pas, mais parce que moi, je ne sais toujours pas quel terme exact et quel poids il faisait et dans quelles conditions il est sorti de l'hôpital, les conditions médicales dans lesquelles il était. Mais à 3 jours, c'est toujours possible. Après, à atténuer avec les informations que je ne détiens pas. Merci docteur d'avoir été en direct avec nous. Dans un instant, on sera avec Éric Mangin, qui est juge pour enfants au tribunal de Marseille. Mais on va réécouter ce que disait le procureur justement sur cette fameuse réunion. Parce que les parents étaient encore titulaires de l'autorité parentale. Mais peut-être qu'on leur a dit qu'ils allaient la perdre, cette autorité, ce qui expliquerait ce scénario fou d'enlèvement. Réécoutons le procureur. Au moment de l'enlèvement, les parents étaient encore titulaires de l'autorité parentale. La nécessité d'une prise en charge médicale de Santiago était comprise et acceptée par les parents. Aucun signalement n'avait été transmis au titre de l'enfance en danger. Néanmoins, les parents avaient, le jour de l'enlèvement, eu un entretien avec une équipe pluridisciplinaire de l'hôpital. Il est ainsi probable que les parents aient pu craindre que l'hôpital ne transmette un signalement de mineur en danger et qu'une décision de placement de l'enfant ne soit prise. Et voilà, c'est peut-être là le mobile, c'est-à-dire qu'on sait que ses parents ont été condamnés plusieurs fois, on sait que la mère a des problèmes de toxicomanie, peut-être que dans cette réunion, on leur fait comprendre qu'ils ne pourront pas garder cet enfant une fois qu'il sera sorti de la maternité. Ça pourrait expliquer leur geste ? Je pense que, encore une fois, ce n'est pas vraiment un problème avec le corps médical, je pense que c'est plutôt un problème avec l'État. Moi, c'est quelque chose que j'avais vu parfois dans les écoles. Parfois, les parents ont peur de laisser leurs enfants à l'école parce qu'ils ont peur qu'ils soient sa culture, soit de perdre progressivement, comment dirais-je, les liens familiaux. Il faut savoir que la communauté des gens du voyage est quand même persécutée depuis pas mal de siècles. C'est une population dont on parle à partir du 15e siècle, de la Renaissance en France. Dans les années 40, les gens du voyage ont été internés pour certains et pour d'autres déportés. Jusque dans les années 90-2000, ils devaient pointer ce qu'on appelle un livret de circulation, un carnet de circulation, puis livret de circulation. Donc il y a vraiment aussi un historique juridique qui fait que, bien évidemment, aujourd'hui, pour une communauté qui se fonde, qui se structure autour de la famille, il peut y avoir de la défiance vis-à-vis de l'État. Donc je pense qu'en l'espèce, ce qui s'est passé, c'est qu'on a peut-être dû leur expliquer que leur enfant allait être placé, ils ont pris peur et ils sont partis avec leur enfant. Il y a également une question qui a été posée au procureur et à laquelle il n'a pas souhaité répondre, et je voudrais la souligner. Y a-t-il d'autres enfants dans cette fratrie? Ont-ils été placés? C'est une question d'un journaliste, et le procureur a dit que pour les besoins de l'enquête, il préférait ne pas répondre. Et c'est probablement aussi une des clés d'explication. Peut-être y avait-il des enfants dans cet entourage qui ont d'ores et déjà été placés. Oui, que s'est-il dit dans cette réunion? Cette réunion, elle est peut-être cruciale dans le déclenchement de cette opération d'enlèvement. Oui, absolument. C'est vrai que ce qui s'est passé dans les couloirs de l'hôpital, si ces parents, ces jeunes parents, on rappelle, la maman a 25 ans et le papa a 23 ans, ont déjà des enfants, s'ils sont des enfants quand même très très tôt, dont on ne sait pas s'ils sont encore avec leurs parents, puisque le procureur ne répond pas à la question. Ce que vient de nous redire Pauline, eh bien, effectivement, ça peut avoir déclenché chez eux ce réflexe de dire, cette fois-ci, on ne va pas se laisser avoir comme les autres fois et on va s'en aller. Ce qui est peut-être important de dire aussi, c'est que nous, on est en train de parler d'enlèvement, de kidnapping, mais que pour les parents, c'est sûrement pas le cas. C'est leur enfant. Je ne vais pas dire c'est leur enfant, leur bataille, pour paraphraser quelqu'un, mais c'est leur enfant. Alors justement, c'est une bonne question parce que moi, je me pose la question, que dit la loi
dans ce domaine, puisque... Justement, le procureur, précisément, il dit que c'est un abus de l'exercice de l'autorité parentale. On va poser la question à un magistrat, Éric Mangin, qui est avec nous, juge des enfants au tribunal de Marseille, ancien juge d'application des peines. Bonsoir, monsieur Mangin. Finalement, est-ce qu'on peut décider, quand on est parent, de prendre son enfant, même s'il est soigné dans un hôpital, et de décider de partir avec lui? Alors, il y a le problème de la nécessité médicale sur laquelle je ne peux pas me prononcer, mais j'ai suivi attentivement tout ce que vous avez dit, et il semblerait qu'effectivement, les soins étaient indispensables. De ce que j'ai entendu, il n'y avait pas encore de décision de placement, c'est-à-dire, alors c'est pas un transfert d'autorité parentale. L'autorité parentale reste aux parents, c'est-à-dire les décisions importantes, genre inscription scolaire, baptême ou autre, elle reste aux parents jusqu'à ce qu'éventuellement on leur retire, mais ça c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lourd. C'est pas le juge des enfants, c'est un autre juge. Par contre, on peut décider à tout moment, en urgence, de transférer la résidence, la garde, au service. Alors, soit à l'hôpital dans un premier temps, et souvent, moi, j'ai eu des signalements d'hôpitaux qui étaient inquiets parce qu'effectivement, les parents étaient à proximité, et soit l'enfant était dans un état inquiétant comme celui-là, soit il y avait eu des violences. Et dans ces cas-là, ça transite par le procureur de la République qui prend en urgence une ordonnance de placement, à charge en confiant le mineur à l'aide sociale en France. Et dans ces cas-là, il restera à l'hôpital le temps nécessaire. Et ensuite, le juge des enfants, lui, doit, pour ce qu'on appelle le contradictoire, recevoir dans les 10 jours les parents. Là, en l'espèce, peut-être que c'est ce que ses parents ont craint et ils ont décidé de disparaître. Mais ce n'est pas une affaire d'autorité parentale, c'est une affaire de garde. De garde, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leur autorité parentale, mais on leur a peut-être dit que pour le bien-être de cet enfant, ils n'auraient pas la garde. Mais alors dans ce cas-là, ça interroge sur la sécurité mise en place dans cette maternité, puisque une fois qu'on dit ça, finalement ces parents ont pu assez facilement prendre leur enfant le soir, alors qu'a priori une maternité c'est sécurisé, et c'est d'autant plus sécurisé lorsqu'il s'agit d'une salle où on soigne des enfants nés prématurément. J'ai eu des témoignages de maternité où on disait non, nous ici il y a un badge, on est obligé de rentrer avec un membre du personnel qui badge à l'entrée et à la sortie. Donc il y a quand même là aussi une question sur la sécurité de cette maternité de Nez-sous-Bois. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que de ce que j'ai cru comprendre, la décision de placement n'était pas encore prise. C'est-à-dire que l'information n'était pas remontée au parquet, qui n'avait pas pris une décision de placement. Mais il y a peut-être eu cette discussion qui a tout d'un coup fait peur aux parents. Oui, les parents se sont dit, oulala, on va nous placer notre enfant. Alors, est-ce qu'il y en a eu d'autres placés ou pas? J'en sais rien, mais c'est vrai que dans mon expérience, on a des parents souvent qui redoutent la protection de l'enfance et qui, quand ils sentent qu'il y a un risque que leur enfant soit confié au département, soit confié à la protection de l'enfance, effectivement, le récupère en urgence pour éviter le placement. Ça arrive. Oui, mais donc, ça veut dire qu'il y a quand même une petite course contre la montre. C'est-à-dire que si on pense que l'enfant sera en danger avec ses parents, il faut quand même tout de suite le signifier très vite. L'enfant avait seulement 17 jours au moment de son enlèvement. Moi, je ne vais pas me prononcer sur l'organisation interne de cette structure hospitalière. C'est quand même pas évident. Mais on essaie de comprendre comment ça fonctionne habituellement. Alors, comment ça fonctionne? La prise de décision de retirer la garde. Et après, que fait-on pour que les parents se disent pas bon, ben, je vais l'enlever, enfin, je vais le prendre avec moi parce que sinon, je vais perdre mon enfant? C'est l'hôpital qui signale au parquet, au procureur de la République, et ensuite, donc, ça part chez le juge des enfants. Après, nous, on reçoit les parents, on essaie de travailler avec eux, ce qui n'est pas toujours évident, notamment avec des communautés, effectivement, qui ont des cultures un petit peu en marge du fonctionnement habituel. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir un travail à faire en essayant de les rassurer, en essayant de leur dire que c'est l'intérêt de l'enfant et qu'on ne s'oppose pas nécessairement à ce qu'il y ait des contacts et essayer de faire les choses paisiblement. Mais là, c'est vrai que on va dire que ça s'est précipité. Ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est ce que dit le juge Crizet. Alors, c'est l'intérêt de l'enfant. Alors, l'intérêt de l'enfant, évidemment, en l'espèce, c'est qu'il soit soigné. Oui. Et ça, il faudrait parvenir à en faire prendre conscience aux parents et à la rassurer. Parce que l'intérêt de l'enfant aussi, c'est de trouver un mix entre une éducation qui lui permettent de devenir un adulte indépendant, donc l'intégrer dans la société, mais aussi de respect du mode de vie de ses parents, et c'est là où c'est compliqué. Parce qu'il y a aussi tout ce qu'on appelle trouble de l'attachement par rapport à la disparition précoce des parents. C'est un mix compliqué, mais là, en l'espèce, il y avait une nécessité médicale presque vitale de ce que j'entends, et évidemment, il fallait empêcher ses parents de le récupérer.
Merci, monsieur le magistrat Éric Mangin. En tout cas, il y a une course contre la montre, je l'ai dit. 3 jours de traque. On a perdu la trace des parents en Belgique. On avait retrouvé la voiture à Charleroi. Écoutez ce qu'a dit tout à l'heure le procureur concernant ce mandat européen qui a été délivré. Désormais, l'enquête va activement se poursuivre sous l'autorité des 2 juges d'instruction co-saisis. Des réquisitions de mandat d'arrêt sont prises pour permettre l'émission d'un mandat d'arrêt européen et une diffusion plus large aux fins d'arrestation par Interpol. Alors ça change quoi le mandat d'arrêt européen? Parce qu'il y avait déjà une coopération entre la police belge et la police française. Il y a plus de moyens d'enquête, il y a plus d'efficacité, il y a plus de moyens déployés. La seule question, c'est est-ce qu'ils sont encore sur le territoire belge ou est-ce qu'ils ont déjà passé la frontière belge et qu'ils sont encore plus loin? Parce que je le rappelle, ce sont 2 parents d'origine nés en France, de nationalité française, mais originaires de Serbie. Et la question a été posée au procureur. Est-ce que la Serbie est l'une des pistes d'enquête privilégiées? C'est l'une des pistes. Il ne dit pas qu'elle est privilégiée, mais elle est aussi sur la table. Donc on a besoin d'Interpol, on a besoin d'un mandat d'arrêt européen. Et encore une fois, il faut agir très très vite, parce que là, c'est la vie de l'enfant qui est en jeu. 2 réactions, c'est que le procureur nous dit dans quelques heures un mandat d'arrêt européen va être délivré. Comment se fait-il qu'il ne soit pas Nous, on pensait qu'il était déjà. qu'il soit pas déjà délivré, parce que ça leur permet de bouger vite. Ah oui. Et Louis le dira bien mieux que nous. Dans cette communauté des gens du voyage, eh bien, on peut se déplacer facilement, on peut aller facilement de camp en camp et on peut compter sur la discrétion des autres. On est bien Il y a d'accord? beaucoup de gens du voyage en Serbie. Alors, les gens du voyage sont vraiment les citoyens qui sont français, qui ont un mode de vie itinérant. Alors là, en l'espèce, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les populations qui sont originaires de l'Est de l'Europe sont des Roms et qui sont intégrés depuis assez longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, voire parfois même depuis un siècle, notamment en banlieue parisienne, dans le nord-est et dans l'est, autour de Nez-sous-Bois et autour de Chelles. Donc là, on est sur une population très légèrement différente des gens du voyage peut-être plus traditionnels, comme Kenji Girac et puis les autres gens du voyage que j'ai pu connaître. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un rapport à l'itinérance qui est beaucoup plus marqué que les Français sédentaires. Et on a, comme vous l'expliquez très bien, des rapports familiaux qui nous permettent de pouvoir compter les uns sur les autres. Et ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer, à mon avis, en l'espèce, c'est qu'il y a un peu ce sentiment d'être peut-être poursuivi par l'État, persécuté par l'État, et ce qui a poussé ses parents à prendre leur enfant et à partir avec leur enfant. Mais encore une fois, ça me surprend parce que d'habitude, les gens du voyage ou les Roms ont confiance en l'État. Lorsqu'ils ont un problème judiciaire, ils font confiance à leur avocat. Lorsqu'ils ont un problème médical, ils font confiance à leur médecin, n'est-ce pas? Donc on est vraiment sur un cas très particulier où on a cette famille qui, à mon avis, se sent acculée et qui a vraiment, comment dirais-je, une espèce de cri de cœur en fait, qui a pris son enfant et qui est parti, mais pour aller où, pour faire quoi, et dans quelles conditions? Il risque très gros. Alors déjà, l'enfant risque de mourir, et eux risquent de prendre quand même le maximum en termes de peine. Oui, mais la question a été posée au procureur et il a répondu que la justice saurait être clémente si les parents faisaient évidemment un geste. Et c'était effectivement le sens de cette conférence. Mais sur le papier, enlèvement d'enfants en bande organisée, on peut risquer perpétuité. Que l'enfant décède ou pas. C'est-à-dire que déjà la peine maximale est prévue pour ce type d'agissement. Merci à tous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne TikTok, Instagram et ma chaîne YouTube. Mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à plus tard.